Bonjour, aujourd'hui on va voir un joli théorème sur le comportement du spectre sur les matrices, moins sur les matrices symétriques réelles, comportement en termes de continuité, de topologie. Et on va voir qu'il y a un comportement lipschitzien. Alors tout d'abord, je voudrais remercier mon étudiant Mathéo, qui m'a dégoté cette petite perle dans un développement. Alors je vais commencer par une petite remarque. Quand on veut comprendre comment le spectre se comporte topologiquement, alors on est sur R ou sur C, on a une topologie sur les matrices, et on veut regarder comment le spectre se comporte. Bon, on a déjà un premier problème, c'est qu'est-ce que le spectre ? Le spectre, est-ce que c'est une partie de C puissance n ? Ben non, parce que le spectre, il n'arrive pas avec un ordre donné. Il arrive dans le désordre, en quelque sorte, c'est-à-dire que pour moi, le spectre, c'est un élément de C puissance n quotienté par le groupe de permutations. C'est-à-dire que les racines du polynôme caractéristique arrivent à permutation près. Sauf que, quand on est dans Sn, ou dans Hn, donc les matrices symétriques ou les matrices hermitiennes, alors les valeurs propres sont réelles. Donc là, il y a un ordre naturel, on peut les ordonner et on peut parler du spectre avec un certain ordre. Donc là, par exemple, on peut parler de la kème valeur propre d'une matrice symétrique réelle. Voilà, pourquoi pas. Et regardez, ici, une application phi k qui va de Sn de R dans R, qui a S, donne justement sa kème. Alors, on peut partir de la plus petite ou de la plus grande, mais la kème à partir de la plus petite, ici, d'accord ? Eh bien, cette application, bon, R est munie de la valeur absolue, évidemment, et on va munir Sn de la norme subordonnée à la norme 2, donc la norme que je note avec 3 traits ici et 2, d'accord ? Eh bien, ça va être un lipschitzien. Bon, regardez déjà, on va commencer par un exemple. Au lieu de Sn, je vais prendre Sn++. Et je vais prendre la plus grande, je vais prendre pour n égale k. Bon. Ça, eh bien, il se trouve que c'est le rayon spectral sur Sn++. Alors attention, c'est pas vrai pour Sn. Il faudrait comparer la valeur absolue de lambda 1 et la valeur absolue de lambda n. Mais pour Sn++, c'est n la plus grande. Bon, donc très bien. Eh bien, le rayon spectral de S, on sait que c'est égal à la norme subordonnée 2 de S. Donc, c'est forcément déjà un lipschitzien. Bon, voilà. Donc là, ça, c'est le toy modèle de ce théorème. Non, il faut aller plus loin. Il faut aller chercher la kème. Et puis, on n'est plus sur Sn++, on est sur Sn tout court. Ok, alors on y va. On va passer par le principe du min-max. Certains connaissent, ou pas, c'est l'occasion de revoir. Les inégalités de Weil. Donc, en fait, une inégalité de Weil, parce qu'en général, il y a des inégalités beaucoup plus générales que ça. Et ensuite, on va passer à la preuve du théorème. Alors d'abord, principe du min-max, c'est que lambda k, on peut le caractériser comme étant le min pour tous les sous-espaces de dimension k, le même k ici, de quoi ? Des max du produit scalaire, parce qu'on a un produit scalaire, donc sur Rn, le produit scalaire naturel, Sxx, pour x appartenant à f de norme 1. De norme toujours pour ce produit scalaire. Voilà, donc c'est ce que j'appelle la sphère, ici. Voilà, alors, bon, ça c'est un classique, vous pouvez le trouver dans l'histoire hédoniste de groupe et de géométrie, chapitre 5. Allons-y pour la preuve, on prend E1 jusqu'à En, une base orthonormée de vecteurs propres pour S, correspondant aux valeurs propres respectives lambda 1 jusqu'à lambda n, et je vais regarder le sous-espace F0 engendré par les k premiers éléments de cette base. Effectivement, c'est bien de dimension k. Je vais prendre x dans F0 de norme 1, et je vais regarder Sxx. Bon, comme la base est orthonormée,
eh bien, les EI, EJ, ça va faire des delta IJ, ça va disparaître hein, quand on va développer. Hein. X, je l'écris somme de XI, EI, hein, évidemment. Et comme S de EI, c'est lambda I, EI, eh bien, globalement, ça va nous faire une somme de I égale 1 à K de lambda I, XI carré. Très bien. Donc, c'est inférieur ou égal, parce que les XI carrés sont positifs, c'est inférieur ou égal à lambda K. Ça va être lui le max là-dedans, d'après ça. Lambda K, somme de I égale 1 à K de XI carré. Mais ça, c'est égal à 1, parce que la norme de X est égale à 1, et qu'on est dans une base orthonormée ici. Donc, ça fait bien lambda K, ce qui fait que le max, ici, quand on va passer au max, eh bien, le max pour tous les X, eh bien, ça va être inférieur ou égal à lambda K, mais en fait égal. Pourquoi égal? Il suffit de prendre X égale EK, et pour EK, évidemment, on a l'égalité. Donc ce max est égal à lambda K, ce qui fait que quand on va prendre maintenant le min sur tous les espaces de dimension K, les sous-espaces de dimension K, eh bien, évidemment, le min sera inférieur à lambda K, puisque lambda K aura été la valeur atteinte du max pour F0. Bon, j'espère que c'est clair, ces histoires de min, de max, on prend des X, on prend des F, on prend des max, on prend des min, faut suivre le truc, faut suivre son petit fil d'Ariane, en quelque sorte, voilà. Réciproquement, ok, on part maintenant d'un espace, un sous-espace de dimension K, F, et maintenant j'appelle G0, le sous-espace engendré par EK jusqu'à EN. Donc lui, il est de dimension n-k plus 1, lui est de dimension K, donc bah oui, la somme des dimensions est strictement supérieure à n, elle est égale à n plus 1, ce qui va faire que, par la formule de Grassmann, f inter G0 bah, va être de dimension strictement supérieure à 0, et donc on va pouvoir avoir un x dedans qui est non nul, qu'on va pouvoir normaliser du coup, puisqu'il est non nul, et donc on va prendre un x qui est dans f, inter S, et qui est dans G0. Ce qui va faire, exactement de la même manière qu'ici, que Sxx, cette fois-ci, comme x est dans G0, va être cette fois-ci supérieur ou égal à lambda. Maintenant, en passant au max, bah, que le max est toujours, et là, cette fois-ci, quel que soit f de dimension k, supérieur ou égal à lambda k, et comme lambda k, bah, c'est une constante, ça ne dépend pas de f, eh bien, on prend le min, et le min va être supérieur ou égal à lambda k. Donc ça y est, on a prouvé l'égalité, le principe du min-max, qui est donc quelque chose de très pratique, parce que ça nous ramène à des problèmes dans la géométrie. Hein, puisque là, on a des valeurs propres, en quelque sorte, et ici, on a des sous-espaces. Voilà. Alors, allons-y pour l'inégalité de Weyl. Alors, c'est une inégalité de Weyl. En fait, il y en a beaucoup, mais celle-ci est une des plus simples. Alors, vous pouvez voir toutes les inégalités de Weyl dans, justement, encore Nouvelle histoire hédoniste de groupe et de géométrie, à la fin des exercices sur le chapitre 5, tome 1. Eh bien, on a celle-ci. Lambda k s plus s' est inférieur ou égal à lambda k s plus lambda n s'. C'est pas plus lambda k, hein, d'accord, ça ne va pas être inférieur ou égal à ça, mais par contre, pour n. Alors, on a toujours, quand on remplace n par j, par exemple, on peut toujours prendre jk et trouver un élément ici, tel que ça va donner une inégalité, et là, on a toutes les inégalités de Weyl. Ok. Alors voici cette inégalité, je vais la démontrer. Là, je vais utiliser le principe du min-max. Alors le principe du min-max, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, il va dire, si tu veux comprendre lambda k de S plus S', faut comprendre, pour x dans F inter S, donc dans un espace F de dimension k et normalisé, hein, ici, eh bien, je vais développer ça, d'accord? Ça va faire Sx x plus S'x x, bien sûr, qui va être inférieur au max de Sx x,
bien sûr. Vous allez me dire plus le max aussi de S'(XX), mais ça, je vais m'en débarrasser en disant que c'est inférieur à lambda n de S'. D'accord? Ça, c'est clair à partir du moment où x est juste dans S, on n'a pas besoin de x dans F. Comme ça, ça va me permettre ici, ce lambda n, de me débarrasser de F, hein, de ne pas me le traîner comme boulet. Voilà, donc ça c'est clair. Du coup maintenant, bon, je fixe F évidemment, mais je passe au max sur tous les x. Bon, bah, F fixé, ça c'est une constante, donc je peux passer au max et c'est encore inférieur à ça. Très bien. Et maintenant, je vais prendre le min. Alors c'est là que j'ai bien fait au moment de prendre le min de rendre ça constant, parce que le min de la somme, bah, c'est pas la somme des mines, hein, parce que ça n'aurait pas été pour le même f, le min n'aurait pas été atteint pour le même f, donc évidemment je peux pas dire ça. Donc c'est pour ça que je suis content d'avoir pris une constante ici, et là je prends le min ici, et bien ici qu'est-ce que j'ai? J'ai évidemment lambda k de S plus S', d'après le principe du min-max, qui est inférieur, bah, ici, quand je vais prendre le min, ici, parce que le min d'une fonction plus une constante, bah, c'est le min de la fonction plus la constante après, d'accord? Ça, c'est évident. Donc, je retrouve lambda k de S plus S' est inférieur ou égal à lambda k de S plus lambda n de S'. Voilà. Et j'ai ma petite inégalité de Weil. Ok, on va attaquer maintenant la preuve du théorème. Il va falloir montrer que la valeur absolue de lambda k S plus S' moins lambda k S, voilà, cette valeur absolue, est inférieure ou égale à la norme subordonnée à la norme 2 de S'. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Alors allons-y, hein. Donc on a lambda k de S plus S' moins lambda k de S est inférieur à lambda n de S', d'après l'inégalité de Weil. Maintenant, comme je vais prendre la valeur absolue, il faut aussi que je regarde dans l'autre sens. J'ai lambda k de S moins lambda k de S plus S', c'est égal à lambda k de S plus S' moins S', ici, puisque c'est S moins lambda k de S plus S'. Donc, je reprends l'inégalité de Weil, je vais avoir un lambda n, donc ça va s'éliminer, et je vais avoir un lambda n de moins S', mais lambda n de moins S', quand on remplace S par moins S, ou S' par moins S', bien, tout s'oppose. Les valeurs propres, elles s'opposent, hein, parce que les valeurs propres de moins A, c'est moins les valeurs propres de A. Bon. Et du coup, on a un changement complet. Donc ici, on va avoir moins lambda 1 de S'. Alors maintenant, comme ρ, alors, ce que j'appelle le rayon spectral de S', c'est le max des valeurs absolues de lambda n de S' et de valeur absolue de lambda 1 de S'. Ça va être ça, le rayon spectral. Le plus grand des deux, mais en valeur absolue. Il faut faire attention, c'est pas juste ça. Pour Sn++, c'est juste lui, mais pour Sn, il faut prendre la valeur absolue de lui et le comparer à la valeur absolue de lui et les comparer, voir qui est le plus grand. Voilà, donc c'est ça. Eh bien, d'après ces deux inégalités-là, on va avoir que lambda k de S plus S' moins lambda k de S est inférieur à ρ de S'. Voilà. Et ρ de S', c'est rien d'autre que la norme, c'est ce qu'on avait dit au tout début, la norme subordonnée à la norme 2 sur S', ce que vous montrez très facilement en calculant S', la norme 2, hein, ici, de S'(x) au carré, et que vous écrivez x dans une base orthonormée, le vecteur propre pour S'. Ça, vous le voyez, bon, ça c'est un hyper classique, hein, voilà. Donc ça nous donne ce comportement lipschitien, donc en particulier continu, ça c'est intéressant, bon c'est assez intuitif, hein, mais c'est quand même intéressant que la k-ième valeur propre va avoir ce comportement non seulement continu, mais un lipschitien pour une certaine norme. Alors, pour ceux qui découvrent les inégalités de Weil, c'est quelque chose qui a eu
un sursaut dans la recherche assez récente, c'est-à-dire qu'il y a eu la conjecture de Horn. Alors c'est-à-dire que là, on a un certain nombre d'inégalités dès qu'on a deux matrices symétriques, entre les valeurs propres de la somme et les valeurs propres de chaque matrice symétrique, et on s'est demandé si, réciproquement, en mettant des nombres qui vérifient ces inégalités, est-ce qu'il existait des matrices qui vérifient ceci? Deux matrices S et S' qui vérifient ça. D'accord? Voilà. Bon. Horn a rajouté des inégalités aux inégalités de Weil et a dit, si je rajoute ces inégalités, alors l'existence est assurée. Et ça a été prouvé assez récemment, il y a une vingtaine d'années, je dirais. Voilà, on en parle un petit peu dans Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. Voilà, allez, on va s'arrêter là.